Dans son discours à la jeunesse de 1903, Jean Jaurès posait la question: qu'est-ce donc que la République? Il la définit comme un grand acte de confiance, consistant à proclamer que des millions d'hommes sauront tracer eux-mêmes la règle commune de leur action, qu'ils sauront concilier la liberté et la loi, le mouvement et l'ordre, qu'ils sauront se combattre sans se déchirer, que leurs divisions n'iront pas jusqu'à une fureur chronique de guerre civile et qu'ils ne chercheront jamais, dans une dictature, même passagère, une trêve funeste et un lâche repos. La mondialisation, en détruisant toutes les protections économiques nationales au nom du libre-échange, a permis la délocalisation de nos moyens de production, détruisant directement des millions d'emplois sur notre territoire. Elle a provoqué la ruine des campagnes et des villes moyennes quand les usines sont parties ou que les exploitations agricoles ont fermé, condamnant par là même des centaines de milliers de petits commerçants à la faillite et des populations entières à la mort économique et sociale. Elle a entraîné la concentration des emplois valorisés dans une poignée de métropoles, y provoquant une explosion des loyers qui a chassé les ménages modestes dans une France périphérique privée d'emploi et en situation de dépendance totale à la voiture. Depuis les années 2000, avec l'élargissement du marché commun aux pays de l'Est, la signature de traités de libre-échange successifs et l'entrée dans l'euro, les agriculteurs français sont confrontés à une concurrence déloyale de plus en plus étendue sur les normes, les salaires, la fiscalité et la monnaie. Ce qui conduit à la destruction de l'agriculture française, si bien qu'en 2023, nous importerons plus de produits agricoles qu'on en exporte. La mondialisation des échanges a été un désastre pour la planète, car les biens que nous consommons arrivent désormais par porte-containers géants depuis des usines situées au bout du monde qui fonctionnent via une électricité carbonée infiniment plus sale que celle que nous produisons ici. Été 2021, aux États-Unis, les populations se réfugient dans des centres de refroidissement pour échapper aux chaleurs intenses. En Belgique, Liège est évacué en raison des pluies intenses. En Chine, les usagers se retrouvent bloqués dans un métro noyé. Au Canada, une ville, Layton, disparaît dans les flammes. Ce qui était exceptionnel il y a quelques années devient la norme aujourd'hui. Il y a 10 ans, tous les agriculteurs étaient climato-sceptiques. Claude Allègre était notre... Non, c'est ce qu'il disait. Claude Allègre était notre héros et les écolos nous cassaient les pieds. Voilà. Et puis là, quand il y a une inondation qui fait que nos amis qui font du blé ont perdu 30% de la récolte, et puis après ça, il y a 3 années de suite où il y a des canicules et des sécheresses, ce qui fait que ceux qui sont éleveurs dans l'est de la France, ils vont tuer une partie du troupeau. Parce que quand tu as des canicules pendant 2 années ou 3 années de suite, tu manges du foin, et puis le prix du foin augmente, et donc tu as des agriculteurs qui doivent tuer une partie de leurs bêtes. Et donc l'agriculteur disait, maintenant il n'y a plus aucun climato-sceptique chez les agriculteurs. La question est de savoir comment est-ce qu'on fait la transformation. Les décisions concernant les grandes orientations politiques et économiques de notre pays ne sont en effet plus entre les mains du peuple, mais entre les mains des marchés, des technocrates et des juges, comme l'explique très bien Coralie Delhomme dans son essai. Elle rappelle au passage que l'Union européenne n'est pas l'alpha et l'oméga de tout ce qui nous a privés de notre souveraineté, mais que l'UE est en fait une mondialisation pure et parfaite d'échelle régionale branchée directement sur la grande. En résumé, l'Union européenne n'est en réalité que l'émanation dans notre région du monde de la mondialisation libérale. Cette nouvelle doctrine, plutôt que de supposer que le marché est parfait et qu'il doit être laissé tranquille, cherche à définir les conditions qui permettent de rendre le marché parfait. Autrement dit, le marché n'est pas parfait par nature, il a besoin qu'on lui construise un cadre institutionnel et juridique sur mesure, au sein duquel il pourra exprimer son plein potentiel. Dans cette vision du monde, l'État a un rôle très important, car c'est lui qui va créer le cadre qui devrait supposément rendre le marché parfait. La question posée par les néolibéraux est donc quelles institutions et quelles lois doit-on mettre en place afin que le marché libre atteigne son plein potentiel? La compétitivité par les prix au niveau mondial, sans restriction, est un processus totalement destructeur. Ça veut dire qu'au prétexte qu'un pays ne s'encombre pas d'une règle, il faut la supprimer chez nous, indépendamment de toute considération logique sur le bien fondé de cette règle. Pourtant, la plupart des gens comprennent et sont prêts à payer un peu plus pour éviter l'utilisation de produits dangereux, ou le recours à une main-d'œuvre d'immigrés clandestins traités comme des esclaves, ou encore l'importation de produits douteux qui participent à la destruction de l'environnement à l'autre bout de la planète. Une course à la baisse des coûts supposée faire revenir les investisseurs. Mais bien sûr, ces politiques n'ont jamais eu les effets escomptés et se sont même révélées encore plus néfastes, pour ne pas dire carrément suicidaires.
Dans les faits, ces politiques ont rendu la vie plus difficile à des millions de travailleurs condamnés à travailler plus pour gagner moins. Nous marchandisons les êtres humains, nous les transformons en consommateurs, nous attendons d'eux qu'ils soient des machines à produire de la valeur, c'est-à-dire des travailleurs, mais aussi des machines à acheter des choses qu'on produit. Et donc là, effectivement, ça c'est une extension du domaine du marché. Ce qui fait que je dirais pas que nous sommes tous des bourgeois, mais nous sommes tous pris sous la tutelle du marché, ce que moi j'appelle le totalitarisme marchand. Problèmes environnementaux, pénuries diverses, difficultés croissantes à bien vivre de son travail, les problèmes auxquels nous avons aujourd'hui à faire face sont extrêmement nombreux. Et bien sûr, à l'approche de la présidentielle, chaque candidat nous présentera son petit catalogue de mesures supposées répondre spécifiquement à chacun de ces problèmes, comme si tous n'étaient pas liés, mais que chacun avait sa solution propre et isolée. À chaque citoyen, dès lors, de piocher dans les programmes en fonction de ses goûts et sensibilités, comme si les décisions politiques n'étaient rien d'autre que des biens de consommation disponibles sur un marché. Ce n'est pas tel ou tel parti politique qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est le système des partis politiques. Le système, c'est-à-dire que c'est la nature même des partis politiques qui est en cause. Pour Simone Veil, il n'y a pas de distinction à faire entre les différents partis politiques, puisque, quelles que soient les idées qu'on y prône, le but du jeu, c'est toujours de les porter au pouvoir. Entre une boutique qui vend des robes en satin et une boutique qui vend du saucisson, la finalité reste la même. C'est le passage en caisse. Tous ces phénomènes liés entre eux, de la désindustrialisation à l'absence de régulation de la vie du pays, ont, de par le bouleversement qu'ils ont induit, à une rapidité jamais vue dans l'histoire, créé une insécurité culturelle et fait surgir de très nombreux doutes sur notre identité. La France, c'est quoi ? Quelle est notre place dans ce monde en mouvement permanent où l'instabilité est devenue la loi ? Un parti politique s'adresse aux passions de l'électeur. Le carburant d'un parti politique, c'est la passion collective. La passion de ses militants, la passion de ses électeurs, la passion de ses opposants. Nous sommes le pays qui pratique depuis le plus longtemps, et le seul en Europe, une forme de créolisation qui est assumée. C'est-à-dire que ce n'est pas autre chose que la création d'une culture commune des gens qui se trouvent au même endroit. Vous appelez ça créolisation. Moi, excusez-moi, j'appelle ça d'un vieux mot républicain. Ça devrait vous plaire. J'appelle ça l'assimilation. L'assimilation, c'est, comme disait le grand historien Braudel, ce qui a permis l'intégration sans douleur. L'assimilation, ça veut dire faire sienne l'histoire de France, la culture française, les mœurs françaises. Ça veut dire devenir français. Pour vous, c'est quoi être français? C'est quoi un Français? C'est une question qui mérite d'être posée aujourd'hui. C'est une question très compliquée, il y a beaucoup de réponses possibles. C'est quoi l'identité française? L'identité française? C'est quoi être français? C'est compliqué. En fait, on a tendance, parce qu'on croit à cette utopie d'un peuple multiculturel qui n'est pas multiconflictuel, et on se dit finalement, s'il y a des problèmes, si on observe des problèmes, c'est que c'est dû au racisme. Et évidemment, puisqu'on est en France, évidemment, le racisme vient uniquement d'un côté. C'est quoi être un Français? Un Français? Un Français, c'est quoi? C'est dur. C'est déjà être né dans le pays de la France. Monsieur Zemmour, on va dire, la France, c'est, je ne sais pas, une autorité mondiale, c'est Louis XIV, c'est le centralisme, c'est le colbertisme, c'est Napoléon comme, disons, le pic orgasmique de l'histoire française. Et puis, M. Glucksmann va dire, au contraire, c'est la patrie des Lumières, c'est la patrie qui a une vocation universelle. Bon, ils font tous les deux une erreur grammaticale qui se trouve être une erreur intellectuelle et une erreur analytique pour moi, et, comment dire, un péché contre le réel, à savoir de prétendre que la France puisse être accolée à une vocation, un destin, une identité. Ils font exactement la même erreur. Donc, permettez-moi de les renvoyer dos à dos. Une des stratégies de domination en démocratie, c'est la manipulation des passions collectives. Parce que la passion collective nous détourne de la raison, et en nous détournant de la raison, elle nous détourne de ce qui pourrait nous faire converger et donc nous unir. Nous devrions voter nous-mêmes nos lois.
Ça, ce serait un suffrage universel digne de ce nom. Au lieu de ça, depuis 200 ans, nous sommes conduits à accepter d'appeler suffrage universel le fait de désigner des maîtres, des gens qui vont tout décider à notre place. Pendant 5 ans, c'est toi et moi, on ne va pas voter une loi, pas une règle, pas rien. Dans le Capital, Marx, il a une formule, il dit « Après moi le déluge, telle est la devise de tout capitaliste ». Je crois que quand on lit les rapports du GIEC ou les différentes formules, on y est vraiment. C'est-à-dire qu'on voit bien que si on continue à laisser le pouvoir à quelques actionnaires qui sont guidés simplement par la soif du profit, ce qui est le fond de la logique du capital, eh bien, l'humanité va vers l'abîme. Donc il y a une actualité, une urgence de l'impossible qui appelle autre chose. Il y a pour moi une prise de conscience mondiale. Pas simplement parce qu'il y a des rapports scientifiques, mais aussi parce que les gens ils voient la réalité des effets d'un climat qui change. Et il y a également une prise de conscience que même si on a des revenus élevés, même si on est dans un pays plus riche qu'un autre, on est concerné aussi et on n'est pas prêt. Voilà. Donc il y a cette prise de conscience qui est là partout, je pense. Et souvent ce qui manque, c'est quand on a envie d'agir, comment agir. Comment agir de manière efficace. Comment agir, pas seul, mais de manière collective. Le lieu central de la lutte de classe, c'est nous sommes déterminés à ne plus produire que selon nos convictions. Nous pouvons sortir l'alimentation, la culture, le transport, l'énergie de la logique capitaliste par une mise en sécurité sociale de ces productions qui suppose qu'une partie des salaires ne soit plus des salaires sur un compte en banque, mais du salaire en monnaie marquée qui ne peut être dépensé qu'auprès de professionnels conventionnés et des professionnels qui seront les professionnels justement de l'alternative au capitalisme. Il faut donc soutenir tout ce qui aujourd'hui est une production non capitaliste, c'est fondamental. Nous sommes tous des points de vue sur le monde. On ne peut pas atteindre la neutralité, on ne peut pas atteindre l'objectivité. En revanche, on peut essayer d'être honnête. Et essayer d'être honnête, ça veut dire comprendre que notre point de vue n'est qu'un point de vue parmi d'autres et que toute personne a de bonnes raisons de croire ce qu'elle croit. À chaque fois que vous pensez qu'une personne a de mauvaises raisons de croire ce qu'elle croit, c'est que c'est vous qui êtes dans l'incompréhension des ressorts véritables de la croyance. La croyance, c'est le fruit d'une expérience de vie, c'est le fruit d'un historique de causes et d'effets qui nous a conduit à croire ce que l'on croit et à ne pas pouvoir être convaincu du contraire en 3 lignes. Le dialogue, le fait vous-même de porter la discussion sur des enjeux liés au climat, d'écouter les remarques des autres, d'amener chacun à faire son cheminement, sa réflexion, c'est quelque chose qui est important. Et on voit aujourd'hui, comme ça a été dit, on est dans une société qui est parfois très morcelée, très éparpillée, avec des gens qui s'enferment dans des bulles de gens qui pensent comme eux. Traverser les bulles et avoir la capacité à créer un dialogue, c'est quelque chose qui est essentiel. Le pouvoir du peuple suppose la raison du peuple, suppose la convergence au-dessus des passions, au-dessus des intérêts particuliers. Les dirigeants ne peuvent pas diriger un peuple qui se dirige seul. Se diriger, c'est non seulement se gouverner, mais c'est aussi se donner une direction vers laquelle converger. Il n'est pas facile de trouver cette direction. Mais, comme dit Spinoza, tout ce qui est beau est difficile autant que rare. J'en ai plus rien à foutre de faire la course. Tout ce que je veux c'est me fournir à la source. Tout ce que je veux c'est me fournir à la source. La source.